avec mon comité de direction, toutes les semaines, on allait faire du sport ensemble. Pour pouvoir justement, moi j'étais autour de la boxe, autour de la course, pour pouvoir un peu mieux se connaître différemment et pouvoir gérer des situations conflictuelles qu'on pouvait régler au sport. Alors pas en se mettant des coups, mais parce qu'on on, on essayait de pouvoir de transformer ce stress dans le monde du sport. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Hello Olivier, merci de me recevoir ici dans les bureaux de Dirox au Vietnam. Bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Bonjour Paul, merci pour ton accueil et de m'inviter pour parler un peu de leadership et de tout ça, quoi, tout ce qui tourne autour. Super, c'est ce qu'on va faire là, voilà, pendant les prochaines minutes, les 45 prochaines minutes, expatriation, différences culturelles, leadership, management, la base et les notions qu'on aborde durant ce podcast. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens ? Donc je suis Olivier, je suis ingénieur en mathématiques appliquées. Je suis né à Alger, parce que mon père a fait beaucoup d'expatriation, donc ça va expliquer peut-être pas mal de choses, on en parlera après. Et après, j'ai fait toutes mes études et ma vie étudiante à Grenoble, donc dans les Alpes, où je fais beaucoup de ski, beaucoup de sport. Et après, je suis parti à Madagascar, où j'ai vécu 2-3 ans là-bas. Après, je suis revenu à Paris. Après, en fonction, je suis parti à l'île de la Réunion pour monter une entreprise. Après, je suis parti, voilà, j'ai fait pas mal de choses jusqu'à, on rentrera peut-être dans le détail après, jusqu'à arriver au Vietnam maintenant. Ouais. Voilà. Justement, si on commence sur cette première grande partie, est-ce que tu peux me raconter donc l'histoire de ton expatriation dans un premier temps à Madagascar et après comment tu t'es tourné vers l'Asie? Mes parents été expatriés, surtout mon père qui a vécu beaucoup en Afrique, Jean-Yves, et sur lequel ils ont fait le choix plutôt que je vive à Grenoble pour faire des études, parce que lui, il travaillait beaucoup dans des villages d'Afrique, donc difficile d'accéder aux écoles, d'accéder à des choses comme ça. Et je l'ai beaucoup rejoint en fait toute ma vie, ma jeune vie, pour des vacances dans différents endroits, en Éthiopie, au Cameroun, au Bénin, voilà. Donc j'ai vécu toute ma vie comme ça. C'est pour ça que je suis né à Alger. Ok. Et pourquoi après mes études, tu sais, j'ai 51 ans, 52 ans en fait cette année. Et on avait le service militaire. Donc moi j'ai décidé de faire le VSNE, donc de partir en coopération militaire, et pour ça, c'était de trouver des entreprises. Et en fait, j'ai eu 3 choix. J'ai eu un choix soit de partir au Japon, parce que moi je fais beaucoup d'arts martiaux, et je souhaitais partir au Japon. D'accord. Soit partir à l'île Maurice, faire une thèse dans le monde hydraulique, soit de partir à Madagascar, dans un laboratoire de recherche. Il se trouve que j'ai pas fait le choix, c'est eux qui ont fait le choix. Il y a que Madagascar qui m'a retenu en fait. Donc c'est pour ça que je suis parti à Madagascar, 2 ans. Après j'ai continué encore 1 an où j'ai travaillé dans un laboratoire de biodiversité, donc de quelque chose que je connaissais pas en fait, et j'ai travaillé sur des modèles mathématiques, et j'ai aussi géré une petite équipe de développement informatique pour faire les premiers développements de logiciels pour pouvoir gérer tout le travail des chercheurs dans le monde donc de la biodiversité, c'est-à-dire les plantes, des poissons, des insectes, des lémuriens, voilà, tout l'ensemble de ce qui pouvait exister à Madagascar. Voilà, et j'ai fait ça, c'était très intéressant, enrichissant, et c'était ma première en fait. J'ai travaillé donc Madagascar à côté de l'Afrique, mais qui est un mix de l'Asie et de l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues de l'Asie. Ouais. Et donc il y avait ce berceau qui était mélangé déjà de plein de cultures indiennes ou tout ça, qui était très enrichissant. Voilà. Et après, il se trouve que je devais continuer à travailler à Madagascar, mais pour des raisons parce qu'ils m'ont pas. Je travaillais pour l'Orstom. Hein. L'Orstom, c'était l'IRD, l'Institut de recherche et développement à l'outre-mer. Et il se trouve que j'ai pas pu continuer, donc j'ai dû rentrer sur Grenoble. Donc j'ai fait du développement logiciel dans le monde des mathématiques. Ouais. Voilà, modèle mathématique, voilà. Ok. Donc Madagascar, c'était ça.
quand tu es jeune, du coup, tu voyages en Afrique, puis après, tu arrives à Madagascar. Quels sont les premiers éléments qui te surprennent dans ta jeunesse quand tu voyages entre, justement, Grenoble et l'Afrique? Pour moi, c'était pas une nouveauté parce que je connaissais l'Afrique et je connaissais le monde des voyages parce que j'ai beaucoup voyagé dû à mon père. Mais là, de pouvoir faire ce pas et d'aller travailler, de pouvoir rencontrer des cultures différentes, c'était pour moi génial. Alors, je n'étais pas perdu et j'ai toujours essayé de m'intégrer. Là, quand je suis arrivé à Madagascar, j'ai essayé d'apprendre le malgache pour pouvoir parce que c'est important de pouvoir comprendre, d'essayer de parler la langue, même si tu peux pas y arriver à parler la langue, mais de comprendre. Tu arrives à comprendre la culture, tu comprends beaucoup de choses. Surtout, si on va parler du Vietnam après, il y a beaucoup de choses que tu peux Ouais, comprendre là-dessus. bien sûr. Mais à Madagascar, c'était important de comprendre. J'ai fait aussi beaucoup de karaté, d'arts martiaux avec des malgaches où j'étais. Madagascar à l'époque faisait partie des pays les plus pauvres du monde. Donc c'était. Et en plus, il y a eu un passé de colonie. Il y a vraiment une histoire liée à la France qui était importante. Mon seul regret là-bas, c'est que c'était pas un pays anglophone ou un pays sur lequel on pouvait, où l'anglais était important. Donc c'est le français, bien sûr, et le malgache. Voilà, c'était un peu la seule déception qu'on peut avoir. Mais travailler là-bas et d'être dans ce pays qui était, qui est toujours magnifique avec, plein de cultures, plein de rencontres, les paysages sont magnifiques et le travail était super intéressant. J'ai travaillé dans le monde des biodiversités, des bêtes, d'aider les chercheurs, d'aller sur le terrain pour pouvoir, voir ce que tu avais développé, tes modèles, est-ce que ça correspondait à la réalité? C'était, super intéressant. Donc, oui, jeune à 20 ans, Un souvenir c'était marquant génial. que tu gardes de Madagascar? C'est d'avoir fait d'être parti, avec mon petit 4x4, avec mon épouse, Pascal, hein, et d'être parti, rencontrer des gens, dormir dans les villages, d'être accueilli, fumer le cigare, avec, les villageois, de planter sa tente au milieu du village, et d'être voilà, comme en mode aventure et sans se poser les questions, et d'aller quoi. Donc c'était merveilleux et Et d'être accueilli, ouais. ouais, du coup, dans ces villages, qu'est-ce que vous faisiez? Comment était l'accueil? Bah, l'accueil c'était marrant. On arrivait au milieu de la brousse et on devait aller rencontrer le chef du village, qui avait son cahier, son petit cahier, relié et qui notait nos noms, qui notait voilà, qu'on arrivait à tel jour, qu'on demandait, l'autorisation de se mettre là et on mettait notre tente, près du centre du village, le grand arbre du village et on avait la veillée, les personnes qui étaient là pour pouvoir, s'assurer que tout allait bien et c'était impressionnant et c'était, très, parce qu'on était vraiment au milieu de la brousse, hein, donc voilà. Et on est en quelle année à ce moment-là? 94 à peu près. OK, 94, OK, 96. OK. Ensuite, donc, tu l'as rapidement expliqué, Madagascar, tu bascules sur il y a eu de la Réunion, un peu les États-Unis aussi et après l'Asie est arrivée. Est-ce que tu peux rapidement résumer et ensuite on va se tourner vers l'Asie plutôt? Ouais, bien sûr. Alors, donc je suis parti à l'île de Réunion parce que Pascal a été muté là-bas. Donc là, j'ai créé ma société. Il se trouve que j'ai démissionné de mon entreprise pour pouvoir la suivre. J'ai créé ma première société là-bas de services informatiques. Donc c'était super expérience. Je suis resté 3 ans là-bas, pour allier le sport parce que l'île de la Réunion, c'est une île intense. Donc entre le sport, le travail, qui permettait de pouvoir, allier tout ça, de vivre dehors, donc c'était incroyable. Puis encore l'île de la Réunion, c'est la France, entre guillemets, tu as tous les avantages de la France, mais tu as aussi, tous les avantages des tropiques, ou tu vis tout le temps dehors, tu es toujours, voilà, c'est quelque chose de merveilleux et après je suis rentré, là, j'ai changé un peu ma vie où j'ai pris des postes de direction. Donc j'ai été directeur des systèmes d'information de grands groupes pendant longtemps, donc c'est là-dessus où là, je suis resté beaucoup à Paris, mais ma base est à Paris et c'est là où j'ai beaucoup voyagé. Donc là, j'ai beaucoup voyagé, donc là, les avions, les trains, tout ça, j'ai connu dans le monde. J'ai fait ça pendant quelques années et après je suis parti, parce que je voulais avoir une aventure un peu entrepreneuriale, donc je me suis mis à mon compte et j'ai travaillé, 1 an pour les États-Unis, donc je suis parti aux États-Unis, à Los Angeles, pour pouvoir, travailler dans le monde des ERP.
Voilà, donc j'étais un peu spécialiste là-dessus et j'ai accompagné des clients américains qui avaient besoin de cette culture un peu française parce que je connaissais bien ces choses, d'implémenter ça aux États-Unis. Après, je suis parti 1 an à Stockholm, en Suède. Donc là aussi, autre monde de travail complètement différent. On pourra en revenir après sur les différents modes de travail. Et après 1 an à Londres. Voilà, donc là aussi Ok. complètement différent. Et après, je suis revenu en France pour travailler pendant 5 ans, 5-6 ans sur Paris. Et après, j'ai décidé de venir m'installer en Asie parce que j'ai créé une filiale de mes présentes entreprises en Asie, au Vietnam exactement. Et là, j'ai dit, le Vietnam, c'est le pays où il faut venir parce qu'il y a une opportunité folle pour déjà c'est au milieu de l'Asie, c'est à côté du Japon, j'adore le Japon. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance, sur lesquels on m'a fait confiance et je me suis associé et j'ai abandonné un poste merveilleux que j'avais aussi en France pour pouvoir venir ici et prendre ce grand défi qui était de m'associer, de me lancer dans une entreprise et de prendre la direction de cette entreprise. Voilà. Et ça fait maintenant 4 ans que je suis ici. Ok. Chez Dirox, Chez donc Dirox, c'est ça. en IT, on y Dirox, revient. voilà, on est créateur de solutions digitales. On travaille essentiellement à l'international et on crée des projets avec des talents vietnamiens, des talents français, canadiens, américains. Voilà, on est vraiment très multiculturel, inclusif, beaucoup de femmes aussi. Voilà, c'est notre la multiculturalité, c'est quelque chose qui nous tient, qui est important. Tu parles de ce coup de foudre quand tu arrives au Vietnam, tu dis c'est au milieu de l'Asie, après avoir voyagé partout dans le monde. Qu'est-ce qui t'interpelle justement en arrivant au Vietnam? Bah, ce qui m'interpelle, c'est que c'est un monde où il y a beaucoup de jeunes. C'est quelque chose de très jeune, avec dans notre métier, dans le cadre du développement informatique, et ben des talents qui savent bien développer, qui ont des têtes bien faites, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de pouvoir, qui n'hésitent pas à se remettre en question, qui sont là à vouloir apprendre plein de choses, à vouloir faire des choses. Donc ça, c'est très, très motivant. Donc ça permet de pouvoir, allier toutes les différences qu'on peut avoir, avec les cultures. Ici, chez Dirox, on a des Français, des Canadiens, des Américains, Mmh. des Philippins, des Japonais qui sont complètement différents. Mais justement, l'alliance de toutes ces cultures ou de ces personnes différentes permet de pouvoir, travailler sur des projets internationaux, de pouvoir, prendre le meilleur de chacun et de pouvoir, faire des belles choses. Tu parlais justement de ton amour pour le Japon, que le Vietnam est pas si loin du Japon. Bon, si ça, c'est le point de vue aussi, Ouais, de c'est la 4 heures. France. 4 heures. Ouais, c'est 4 heures en avion. Ça dépend où tu Hem, vas. Aujourd'hui, tu travailles énormément au Japon. Vous avez, Oui, une antenne là-bas avec Dirox. Est-ce que tu peux justement mettre en parallèle le monde asiatique à Ho Chi Minh, au Vietnam plutôt, et le monde japonais qui est totalement différent? ah On oui. est sur un pays en développement et un pays qui est développé. Quelles sont les différences que tu trouves dans ces cultures et les éléments aussi qui rassemblent et qui font que un employé au Japon ou un employé à Ho Chi Minh, au Vietnam, vous avez tous la même culture, la culture d'Irox. Les Japonais sont beaucoup envieux du Vietnam parce que pour avoir travaillé avec des Japonais qui sont venus au Vietnam, ils aiment bien le Vietnam parce que c'est quand même moins stressant que le Japon. La vie au Japon, quand tu travailles au Japon, quand tu vas au Japon, quand tu vas rencontrer des clients au Japon, tu vois que c'est très stressant quand même. Ils sont très orientés sur le travail. Mmh. Alors, ce qui est commun avec les deux, c'est le respect de la hiérarchie, le respect du travail bien fait, de pouvoir. Alors, le Japon, d'essayer tout de faire une chose, de pouvoir. Toute une chose est un art, donc de pouvoir essayer de vivre le moment présent et de pouvoir essayer que chaque chose soit bien faite. Voilà, c'est un peu le japonais. Après, quand on travaille au Japon, nous, on a besoin de travailler avec des Japonais. C'est-à-dire que nous, si on n'a pas des Japonais chinois Dirox qui parlent japonais, qui comprennent le japonais, ça marche pas d'aller au Japon. Parce que le Japon est très, quand même, très fermé. C'est-à-dire qu'ils accueillent pas facilement des étrangers. Et même si tu parles japonais, même si tu essayes de parler japonais, comme moi, j'ai appris le japonais, je parle un peu japonais, c'est compliqué. Si tu travailles pas avec des Japonais, si tu comprends pas qu'il faut laisser les Japonais
de ton équipe gérer la chose. Il y a des choses que toi, tu comprends pas des fois, des choses que tu ne peux pas gérer. C'est pas grave, il faut laisser gérer tes Japonais. Donc, nous, on a la chance d'avoir eu des Japonais qui sont venus travailler chez Xerox pendant longtemps, comme Tsuyoshi, qui connaît le Vietnam, qui connaît la mentalité Vietnam et qui aujourd'hui est reparti au Japon. Donc aujourd'hui, c'est lui, il connaît bien le Vietnam, il connaît bien comment on travaille. Et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup et qui fait en sorte que ça marche bien. Voilà. Mais voilà, si on veut travailler au Japon, il faut pouvoir tout faire en japonais et travailler avec les japonais qui sont Xerox. Et ça, c'est clé. Très clair. Ouais. Oui, donc en fait, l'ADN d'Irox est arrivé au Japon parce que des Japonais sont venus d'abord travailler ici, appréhender la culture de l'entreprise, mais aussi apprendre à travailler avec vous et ensuite repartir dans leur pays parce que ça reste quand même un pays, quand tu es étranger, qui est insulaire, où les différences culturelles sont tellement fortes que même en apprenant le japonais et en parlant la même langue, finalement, c'est difficile de se comprendre. Ah ouais, complètement. Okay. Comment tu prends en compte les différences culturelles dans ton mode de management au quotidien? Quand tu regardes une culture, la culture française, déjà les gens sont différents, c'est-à-dire qu'ils ont des façons différentes de fonctionner. Après, c'est vrai que là, chez Xerox, ce qui complexifie, mais ce qui enrichit aussi, c'est le nombre de cultures. Comme je t'ai dit, dans mon comité de direction, j'ai des Vietnamiens, des Philippins. Alors, je dis un ou deux Vietnamiens, un Philippin, un Viet Kieu, c'est-à-dire quelqu'un qui Chine, qui est vietnamien mais qui a vécu tout le temps en France, un Espagnol, voilà. Donc toutes ces cultures qui sont différentes, te permettent de pouvoir être plus fort et de pouvoir un peu répondre quand tu travailles avec des enjeux, quand tu travailles sur des projets aux États-Unis, au Canada, au Japon, et cetera, de pouvoir avoir l'ensemble. Après, moi, je ne trouve pas trop de difficultés en fait à gérer des culturels. Après, si, ce qui est important, c'est que tu vas pas, par exemple, au Japon ou au Vietnam, etc., c'est pas bien de s'énerver. Il faut pas s'énerver, il faut pas monter la voix. Ça, c'est un peu difficile quand tu viens du monde en France. Les latins, parce que ouais. les latins, on est souvent sans chaud à vouloir s'énerver, s'emporter. Donc ça, c'est important. Mais malgré tout, voilà, c'est important aussi de montrer des fois certaines choses. Donc c'est aussi important parce que quand tu travailles au Vietnam ou au Japon, on te dit souvent oui. T'es pas sûr qu'ils ont compris. Donc c'est important aussi de détourner sur les chemins détournés, d'être sûr qu'ils ont bien compris. Soit par des écrits, soit en essayant de les faire répéter, soit en essayant d'être sûr que tout est bien compris, donc avec différents moyens, pour éviter des malentendus. Après, voilà, moi, cette culture est enrichissante. Pour moi, c'est pas un problème. C'est plus difficile de gérer en fait des entreprises en France où j'ai géré des grosses équipes, où là, il peut y avoir des problèmes de, de syndicats. Tandis qu'ici, c'est différent. Ici, il y a vraiment voilà, j'ai pas ce problème-là et c'est plutôt une force, ces différences de culture. Parce que c'est quoi? C'est un environnement du coup qui est international et du coup qui chacun met un peu de côté ses origines culturelles pour arriver sur une base internationale. Là où en France, c'est tout le monde est français et du coup, on considère que tout le monde se comprend d'un point de vue culturel. C'est ça, exactement. Je crois que tu as raison. C'est ça, c'est qu'on essaye de pouvoir. Ici, je pense qu'on est plus tolérant, on essaye de plus de comprendre, plus d'essayer de rassembler ce qui est part et de voir un peu comment on peut essayer de faire en sorte que tous ensemble, on puisse y arriver. Et pour ça, et ça, c'est l'ADN de Dirox, on a une vision, on a des valeurs qui sont comment faire mieux ensemble, donc comment travailler sur le bien-être, comment essayer de réussir un projet ensemble malgré nos différences. Tu es passé par différents postes. Il y a une première question que j'ai envie de te poser assez globale sur ta carrière. Est-ce que tu as des outils ou des méthodologies que tu mets en place à chaque fois que tu prends un nouveau poste? Quand tu arrives dans un nouvel environnement, quelle démarche tu mets en place? Quand j'arrive dans un endroit, bien sûr, c'est de comprendre, ça c'est important, mais ce que j'aime bien, moi, c'est rencontrer tout le monde. C'est-à-dire que je vais passer 5-10 minutes pour pouvoir mieux le connaître, savoir ce qu'il fait dans l'entreprise, quelles sont ses forces, ses faiblesses. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien mettre en place.
Après, j'aime bien rapidement, quand j'arrive dans une entreprise, expliquer rapidement un peu qu'est-ce que je vais mettre en place. Ce qui est important, c'est de pouvoir essayer rapidement d'apporter ce qu'on appelle des quick wins ou des choses qui marchent, ou des choses qu'on va pouvoir montrer et pouvoir comprendre quelles sont les choses les plus épineuses qu'on pourrait, parce on vient d'un monde extérieur, comprendre quelles sont les choses qui sont douloureuses, de pouvoir apporter une solution rapide. Et comment justement tu travailles? Comment tu t'adaptes? Tu écoutes, hein, l'important c'est d'écouter, c'est d'essayer de comprendre, de voir comment ils font et pouvoir essayer soit de faire pareil, soit de pouvoir t'adapter, de pouvoir tester des choses, te rendre compte des choses qui fonctionnent, des choses que tu as utilisées avant et celles que tu peux réutiliser dans ce nouvel environnement. Voilà. En fait, moi je trouve qu'il y a pas beaucoup de recettes, il faut s'adapter, quoi. Il faut pouvoir sentir comment tu vas pouvoir, et pour pouvoir palper un peu tout ça, c'est important de discuter avec tout le monde, de se rendre compte, d'écouter, voilà, d'écouter et de pas venir tout de suite là quand tu arrives, en coq, en disant, «J'ai fait ça, je sais faire ça, je peux le faire». Non, non. C'est d'attendre un peu, d'écouter et de pouvoir être là au bon moment et de pouvoir, se servir de ce que tu as fait pour pouvoir répondre à des questions et non pas, venir là et tu faire le mode, consultant, de dire, «J'ai fait ça, il faut faire ça», alors que tu connais pas. OK. Ouais. Quand tu dois prendre des décisions à, ton niveau de poste, comment est-ce que tu analyses généralement les situations et comment tu fais pour justement transmettre tes décisions, communiquer tes décisions, à tes équipes pour arriver à appliquer ces décisions et emmener tout le monde dans la même direction? Mmh. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un qui est très collaboratif. C'est dans le sens que quand je prends une décision, alors ça dépend de quel type de décision, mais moi j'aime bien, faire le point avec mes équipes sur les différents sujets, d'avoir les différentes options, d'être sûr que pour prendre une décision, on ait toutes les options qui soient là, de pouvoir bien comprendre et à partir de là, de pouvoir essayer, d'avoir que tout le monde comprenne la décision, comprenne pourquoi on fait ça et après ce qui est important, c'est communiquer. Donc communiquer avec tout le monde, avec l'ensemble de l'entreprise. Mais aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir, tu vois, mettre en place des choses. Ce que j'ai mis en place, par exemple, avec Dirox, avec mes collaborateurs, c'est de mettre en place des comités d'innovation au sein de l'entreprise qui vont permettre de pouvoir alors pas les décisions, mais que les nouveautés, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, pour le bien-être, mais aussi, dans le cadre du management, aussi de, comment mieux travailler et cetera, viennent aussi de tout le monde et pas seulement des managers, mais viennent aussi de l'ensemble de Tirox. On est 140 et ça, de mettre en place des comités, des personnes qui réfléchissent et qui viennent après nous apporter des plans, des idées, des innovations sur lesquelles on va pouvoir prendre des décisions parce que pouvoir dire: «Bah oui, c'est une bonne idée de faire ça, on va pouvoir faire ça» et cetera. Ça, c'est important et après, c'est de pouvoir par exemple, là, on est dans l'exercice, budgétaire ou l'exercice de fin de l'année sur lequel on va préparer 2024, donc l'année prochaine. Là, c'est important que la roadmap 2024, la vision qu'on va avoir 2024, ait été préparée en amont par, chacun. C'est-à-dire que tout le monde, et puis donner ses idées et puis, partager, comment il a senti 2023, ce qu'il pense qui peut être bien d'être fait dans ce cadre d'équipe, mais aussi au sein de Dirox, pour pouvoir après, prendre tout ça, prendre le meilleur et de pouvoir à partir de là, construire la roadmap et après de la restituer, heu avec des réunions, avec des communications, avec des webinars, avec des outils qu'on a au sein de l'entreprise, des portails pour pouvoir, communiquer ça et partager ça et après donner surtout des suivis. C'est-à-dire de pouvoir avoir chaque trimestre, par exemple, donner, savoir ce qu'on a fait ce qu'on a fait notre vision, ce qu'on a fait notre stratégie. Est-ce que des choses qu'on n'a pas fait pour des raisons X, Y, Z, qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qu'on a raté? Et de l'expliquer. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Tu parles justement de bien-être au travail. Qu'est-ce que vous avez mis en place ici, comme action pour le bien-être au travail des salariés? Qu'est-ce que vous avez aussi également comme politique de télétravail, par exemple? Je sais que c'est Mmh. quelque chose qui est assez commun, dans le monde de l'IT. Alors c'est quelque chose alors tout ça, ça a été un peu, déclencheur a été un peu la pandémie, parce que la pandémie déjà a changé beaucoup de choses, a permis de se rendre compte qu'en fait, on pouvait travailler, à distance, hein, parce qu'avant, c'était un peu compliqué, surtout au Vietnam. Le Vietnam aimait bien travailler, les Vietnamiens aimaient bien travailler au bureau, venir travailler au bureau
Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place, dans le cadre de ces comités de réflexion, bien sûr, on a mis le flex office, donc de pouvoir avoir que les gens puissent venir travailler au minimum 2 jours au bureau et 3 jours chez eux ou dans des cafés. Voilà, donc de revoir un peu la façon de travailler. Après, ce qu'on a mis en place, on a mis en place pas mal de choses comme ce qu'on appelle par exemple des early bird, donc des breakfasts le matin sur lequel on offre le petit déjeuner, les gens viennent travailler, ils viennent discuter de sujets divers, des learn and lunch, donc pouvoir donc apprendre lorsqu'on déjeune sur des sujets différents, de pouvoir aussi mettre des politiques pour pouvoir que la famille de nos collaborateurs puisse être plus intégrée dans dans nos pour Dirox, de pouvoir faire des événements communs, des événements avec la famille, de pouvoir aussi récompenser des familles sur lesquelles, par exemple, leurs enfants réussissent à l'école. Donc, de pouvoir offrir des scholarships, voilà, Ok, des bourses, ouais. des bourses, voilà, par exemple. Ok. Flex office, donc Bien sûr, Flex c'est Office, ça, personne à son bureau et tout le monde personne à son vient. bureau, Et le ouais. but, c'est aussi la mixité des équipes et que les gens soient ensemble dans l'open space qui est le plus occupé. Parce que vous avez quoi, 2-3 open space, j'ai vu Voilà, ici. c'est ça. On a deux étages, voilà, exactement. Plusieurs open space. Donc, l'idée, c'est ça. Vraiment, le mode Flex Office, le mode on travaille ensemble, on se connecte. Mais si on veut travailler au café en face, on peut aussi travailler au café en face. Et on promeut ça, vraiment cette connexion, d'aller aussi, tu sais, le Vietnam, il y a aussi faire des team building ensemble, d'aller faire des dîners ensemble, de se connecter, voilà, d'apporter tout ça. Et surtout aussi de pouvoir, on a mis aussi en place pour le bien-être, on a une salle dédiée au well-being, c'est-à-dire sur lesquelles on peut faire du sport. On a des tables de ping-pong, on a des pilates, du fitness, on a des clubs de sport de football, de badminton, bien entendu, de course, de marathon, pour pouvoir essayer que des connexions se fassent. Parce qu'aujourd'hui, les connexions chez Dirox, on travaille beaucoup en mode projet, donc on a ces connexions qui sont faites par mode projet, mais on essaie de connecter aussi par d'autres moyens de connexion, qui sont le sport, qui sont aussi la cuisine, qui sont aussi voilà ça. On offre aussi ce qu'on appelle du personal training, c'est-à-dire que tout le monde peut se former sur des choses qu'il a envie, par exemple les étrangers pour apprendre le vietnamien, sur d'autres personnes faire la cuisine, sur le sport, etc. Et vous êtes présent dans plusieurs pays. Toutes vos équipes adhèrent de la même façon à tous ces programmes, ou vous voyez des disparités entre justement les pays et les cultures de vos employés? Oui, on a des disparités parce que déjà, alors aujourd'hui, la force qu'on a, c'est que souvent, dans tous les cas, ceux qui sont à l'étranger, dans les bureaux France, Canada, USA et Japon, ont tous vécu ici. Donc ça, c'est une force. Et après, ils sont partis pour des raisons X, Y, Z d'opportunités en France, au Canada, qui fait qu'on a toujours cette connexion ADN. Et au fait, et qui a toujours le fait aussi qu'on a des événements biannuels ici, qui sont le Company Retreat ou d'autres événements sur lesquels tout le monde revient et sur lesquels on fait des choses ensemble pendant une semaine. Donc, il y a cette reconnexion qui se fait là. Après, quand on essaye de faire par exemple, on a un événement qui s'appelle T-Rox Open Coffee, qu'on fait chaque fin de mois, et là, sur lequel on fait une réunion, bien sûr, interne, ici, dans nos locaux, où tous nos employés viennent, mais on fait aussi une réunion online. C'est-à-dire que nos employés au Canada, en France ou au Japon se connectent, essayent de participer à cet événement, bien sûr, et sur lequel on fait un événement sur lequel, moi, par exemple, je parle des choses qui se sont passées pendant le mois, sur lequel, quels ont été les succès, quelles ont été les bonnes choses qu'on a pu faire, quelles sont les perspectives, de pouvoir aussi récompenser les talents. On a un programme qui s'appelle Performance Talent, sur lequel, pendant le mois, il y a des performances qui sont faites par les talents pour pouvoir gagner des prix. On fête les anniversaires, on fête voilà, pas mal de choses autour de ça, pour pouvoir, et on finit avec un dîner, un buffet, pour pouvoir être connectés ensemble. Ok. Et ça, on essaie de le faire de manière internationale. Alors après, il y a les problèmes de décalage horaire, horaire, mais après, on arrive à faire ça.
Comment gères-tu des situations stressantes ou difficiles Mmh. dans ton quotidien? Ce qui est important quand on a des solutions stressantes de crise, c'est déjà d'être sûr qu'on a toutes les informations. Par exemple, le truc qu'on dit souvent, c'est lorsqu'on reçoit un mail qui nous stresse ou quelque chose c'est de pas répondre tout de suite, de pas répondre sous l'impulsion, donc de prendre ce temps. Donc après, en fonction des cas, de stress, c'est important d'avoir des petites réunions, bien comprendre le sujet, d'avoir les options et après de pouvoir prendre la bonne décision. Voilà, donc après le stress, heu, moi j'inclus aussi pas mal le sport aussi quand on est des situations comme ça pour pouvoir, déstresser. Mmh. Alors là, au Vietnam, je le fais moins, mais je le faisais plus dans mes précédentes entreprises parce qu'on était plus, local où on faisait des comités autour du sport. C'est-à-dire qu'avec mon comité de direction, toutes les semaines, on allait faire du sport ensemble. Pour pouvoir justement, moi j'étais, autour de la boxe, autour de la course, pour pouvoir un peu mieux se connaître différemment et pouvoir gérer des situations conflictuelles qu'on pouvait régler au sport. Alors pas en se mettant des coups, mais parce on on essayait de pouvoir, de transformer ce stress dans le monde du sport. Est-ce que tu peux me raconter une histoire, un des plus grands challenges, face auxquels tu as été confronté dans ta carrière? Une situation assez atypique où tu as dû faire face et tu as dû, sortir de ta zone de confort pour répondre, aux attentes que, je sais pas, des équipes, des clients avaient, Mmh. par rapport à toi et Alors moi, ma zone de confort, j'en sors tout le temps. Tout le temps, j'essaie quand je suis venu au Vietnam, là, je suis complètement sorti de ma zone de confort. Je te dis, j'avais un poste, très important, de DSI Group, en France avec, un bon salaire, plein de choses, et je crois que c'était mon gros challenge, mon gros défi, c'est de venir ici. C'est-à-dire de pouvoir, faire confiance à mes associés actuels, faire confiance, d'avoir eu confiance en moi, d'être venu ici, d'avoir vu un poste. Au départ, je me suis occupé de marketing et de business développement, quelque chose que j'avais jamais fait. Donc là, je suis complètement sorti de ma zone de confort. Donc pour moi, c'était un défi d'avoir pu réussir ça et d'avoir pu amener aussi, devenu maintenant CEO de Dirox, et d'avoir ce côté vraiment, entrepreneurial et fonctionnel, alors que moi, je viens plutôt du monde du corporate. Donc ça, c'est des gros défis. Aussi, un plus gros défi que j'ai pu avoir, c'est lorsque j'avais 30 ans, de pouvoir, postuler pour un poste que je pensais jamais avoir, de DSI du groupe Loxam, sur lequel je venais moi de petites entreprises, et j'ai réussi à persuader, le président de l'époque qui était, Gérard Després, de pouvoir rejoindre cette entreprise de mes hauts de mes 30 ans, de pouvoir diriger, j'étais le plus jeune et je devais diriger une équipe de 30-40 personnes. Voilà, donc ça, c'est une zone de confort. Ça, c'est voilà, c'est les défis toute la vie, en fait, j'ai eu des défis. Là aussi, le défi que j'ai pu, challenge que je peux avoir, c'est aussi de reprendre une maison d'hôte. La maison Indochine à Hoi An, ici avec mon épouse. On n'a jamais fait ça, mais on a pu prendre cette maison, essayer de la transformer et de pouvoir aujourd'hui, ça devient un succès. Voilà. ouais, là, Voilà. c'est de l'hôtellerie, en fait, ce que vous Ah ouais, faites, c'est ça, c'est l'hôtellerie avec cette maison à Hoi An où ouais, vous accueillez des touristes de passage. c'est ça. OK. On parle beaucoup des challenges, des opportunités, des réussites. De l'autre côté, il y a aussi forcément les erreurs, les échecs. Mmh. Est-ce que, tu as vécu un échec marquant et comment est-ce que tu as fait pour, rebondir? Alors à part j'ai 18 ans, quand j'avais 18 ans, j'ai voulu devenir golfeur professionnel, donc là j'ai loupé mes cartes, mais c'est vrai, ça aurait dû OK. changer ma vie. Mais bon, Et comment tu l'as c'est vécu, possible. Alors moi, j'ai pas eu en fait, donc je l'ai vécu très bien en fait, hein. Je me suis sorti de comment dire? C'était un rêve, je suis vite revenu à la réalité. En fait, dans la vie, j'ai pas eu grand d'échecs, des difficultés, oui. Les échecs, c'est important pour pouvoir, comment dire? Progresser et avancer. C'est-à-dire, et c'est comment on peut essayer de transformer un échec en force. Donc moi, j'ai toujours vu un peu si j'ai des échecs, plutôt des difficultés. Après, le plus grand échec que j'ai pu avoir, c'est un moment quand j'avais, 35 ans, ouais 40 ans, j'ai essayé de faire du consulting. J'ai essayé de créer une boîte de consulting et de travailler des cabinets de conseil, et ça a quel pas du type tout de marché. consulting? Bah, D'engagement de consulting moyens? consulting en système d'information, c'est-à-dire de pouvoir aller dans l'entreprise, expliquer comment moi qui étais DSI, moi qui avait implémenté des programmes de transformation, Mmh. bah, je me suis rendu compte que j'étais pas capable de faire ce côté conseil, parce qu'il faut un état d'esprit.
Tu sais ce que c'est un consultant? Tu sais ce que c'est un consultant? Ou ça te parle ou une histoire? Raconte-moi. Bah, Moi, j'ai une par idée, oui, je par pense, exemple, mais moi, consultant, si tu veux, et c'est pour ça que c'est différent de ma culture. Quand tu es quelqu'un qui fait, quand un client tu travailles avec un client, quand un client, par exemple, te demande: «Quelle heure est-il?», tu vas prendre ta montre, tu vas regarder l'heure et tu vas donner l'heure. Quand tu es en mode consultant, quand le client va te demander: «Quelle heure est-il?», tu vas prendre la montre de ton client et tu vas lui dire: «Bah, tiens, il est telle heure». Tu comprends? Tu vois la différence ouais, de mentalité? OK. Et moi, cette mentalité, je l'avais pas et j'ai essayé de travailler avec des cabinets consultants où on me demandait de faire ça, c'est-à-dire de prendre la montre pour pouvoir expliquer quelque chose et moi, non. Moi, j'ai besoin de montrer, de faire des choses, de manager des équipes, de faire partie de l'équipe, de faire partie du bateau et ça, pour moi, c'était un échec parce que je pensais pouvoir le faire, parce que je pensais qu'avec toute mon expérience, j'allais pouvoir transmettre ça. Donc je peux le faire, mais je peux transmettre ça, mais quand je suis au bord, je veux dire, je suis capitaine du bateau. Mmh. Là, je peux transmettre, je peux expliquer, et cetera. Mais si je suis quelqu'un qui est externe et qui vient expliquer, sans le faire, non. Donc là, comment j'ai fait? Ben, je me suis rendu compte qu'il fallait vite que j'arrête, et donc je suis revenu dans le monde du corporate et je suis revenu pour reprendre pour mettre en place des projets, prendre des DSI, prendre des projets, mettre en place des stratégies, heu et utiliser mon expérience, mais avec des gens. Comment est-ce que tu progresses tous les jours? Comment je progresse? Eh ben, j'ai pas peur d'avancer, de prendre des décisions, j'ai pas peur aussi de tester des choses. C'est-à-dire de pouvoir, alors soit écouter des podcasts, comme toi, alors dans différents domaines, de lire aussi, mais aussi de pouvoir discuter avec mes pairs, de participer aussi à des clubs ou à des associations pour pouvoir, voir un peu d'autres façons de penser. Discuter, argumenter, challenger des personnes, et surtout j'ai pas peur de me tromper. C'est-à-dire, alors c'est pas tomber dans l'échec au sens, échec, mais de pouvoir, tester des choses, de me rendre compte que ça marche, de continuer ou de se rendre compte que ça marche pas, d'arrêter et de pouvoir, transformer et je suis un éternel apprenti. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas peur d'apprendre. C'est pas parce que j'ai 52 ans aujourd'hui que je sais tout. Non, non, je suis un apprenti, tout le temps. Moi, par exemple, je suis, karatéka, c'est-à-dire je fais des arts martiaux. Tu sais, tu commences, tu as une ceinture blanche quand tu commences. Après, quand tu progresses, tu as une ceinture noire et après, parce que tu as beaucoup travaillé, ta ceinture noire devient blanche. Donc ça veut dire que tu es toujours un apprenti, c'est-à-dire que tu es toujours quelqu'un, et ça, c'est un peu mon cas. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui au karaté, ma ceinture noire est devenue blanche parce que j'ai beaucoup travaillé, heu et donc c'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne encore. Je suis toujours là pour apprendre. Tu parles justement aussi de progresser en échangeant avec, des personnes, tes pairs et cetera. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? De pas avoir peur de mes ambitions, de pas avoir peur de pas réussir quelque chose, de sortir de ta zone de confort et d'aller et quand tu as des choix, de pouvoir, discuter bien de tes choix, mais de pas avoir peur d'aller de l'avant et de pouvoir, quand tu as une idée et quand tu veux faire quelque chose et d'y croire et d'y aller. Voilà, il y a pas de voilà, il faut y aller. Voilà. Est-ce que tu as un indispensable à me recommander? Alors, moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est, un livre, qui t'accompagne au quotidien, ça peut être un podcast, un journal, un film, Non, par particulier, là, tu vois, j'ai le Bushido, le Kado Samouraï qui est avec moi, qui m'accompagne sur mon bureau, mais ça, c'est plus dans mon cadre, parce que j'essaie le samouraï pour moi quelque chose d'important, c'est de vivre avec l'instant présent, de rien abandonner et d'essayer de tout faire comme un art. Ça, c'est important et surtout de vivre l'instant présent. Moi, ce que j'aime bien comme, alors quand on discute avec moi, je dis souvent ça, c'est étape par étape ou step by step. C'est-à-dire que quand tu veux réussir quelque chose, il faut y aller, une petite victoire, plein de petites victoires et d'y aller. Est-ce que, tu as un conseil à une personne justement qui, souhaite travailler dans l'IT en tant que DSI? Mmh. Qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire aujourd'hui, Mais alors difficile parce que ça dépend, de beaucoup de choses. Ça dépend de son âge, ça dépend de son expérience, de ce qu'il va faire. Ce que je lui recommanderais, c'est de pas hésiter à rejoindre des clubs, des associations, de pouvoir, discuter avec ses pairs. Ça, c'est important, pouvoir, comprendre.
Est-ce que tu peux me recommander une personne qui serait intéressée pour venir partager, venir partager son parcours dans le podcast des Leaders sans frontières? Oh, j'en ai plein, hein. Ah ouais, j'en ai plein, hein. Ça, c'est... Alors, je sais pas si tu veux que j'y cite. Il y a déjà mes associés. Je pense que Vincent, qui est au Canada, Laurent, qui est en France, ou même Chin, ont des parcours d'expatriation assez admirables. Donc, je pense que là, il y a des sujets. Ah oui, après, j'en ai quelques-uns à te donner qui, je pense que ce serait très intéressant de venir parler ici. Ok, super. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Alors, sur tous les réseaux, donc Facebook, LinkedIn, venir me voir à la maison d'Indochine aussi. J'y suis Ah oui, Anne, ouais. à Oyonnax, la moitié de mon temps là-bas. Ok, super. Bon, merci beaucoup, Olivier. Merci de m'avoir reçu ici. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur tous ces sujets de management et de diversité culturelle. Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn et sur Instagram pour faire partie de la communauté des Leaders sans frontières. Et n'oubliez pas que si vous préférez écouter un format vidéo, vous pouvez écouter cet épisode sur YouTube. Je vous dis à très vite pour repousser vos frontières. Au revoir.